Envoie la chanson. Hello, bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Ça va, Ronnie, et toi? On est mercredi, le 6 mai, et il est 16h30. Il est 4h30. L'heure du goûter. 4h30, c'est l'heure des BN. Tu vois? C'est l'heure, C'est l'heure du Benko. On est à Tel Aviv et cette semaine, on va vous parler de... Plein de choses. On va faire un petit débrief. On va profiter du fait qu'il y ait une actualité un peu moins... Moins de missiles. moins dramatique, on va dire. Ouais. En tout cas, pour ce qui est d'Israël. Bien que dans le nord d'Israël, bien sûr, la guerre continue, le cessez-le-feu avec le Liban n'est pas une réalité, mais on a décidé de se focaliser sur d'autres sujets et de vous faire une petite revue de presse de ce qui s'est passé cette semaine. On va commencer par un sujet passionnant, la petite flottille. Que tout le monde attend. Voilà, on va vous faire un petit débrief, pas mal ironique et cynique. On vous laissera écouter. Et puis ensuite, on va parler d'une autre petite blague dans la politique israélienne qui s'appelle Benny Gantz. Et on parlera sans filtre de ce qu'on pense avec le dernier épisode de la saga Gantz avec encore un député qui le quitte. Donc on vous parlera de ça. Ensuite, Smotrich qui dit que les partis qui accepteront de s'asseoir avec Mansour Abbas dans le prochain gouvernement, c'est pire que le 7 octobre. J'ai tellement de trucs à dire. Tu ne seras pas bridé. Alors lui. Et on va finir notre petite revue de presse par l'anniversaire de Itamar Ben-Gvir, notre ministre fasciste, qui fête ses 50 ans avec un gâteau, même 2 gâteaux très particuliers dont on vous parle, et de la folie des extrémistes qui commencent à monter des milices. On en avait déjà un petit peu parlé. On vous fera un brief sur le sujet. Épisode 11, tu te rends compte? Incroyable. 11 épisodes. Et vous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux Sénégal. aussi à nous suivre, toujours au Sénégal. Bonjour merci. le Sénégal. Salut Sénégal. Et pas que, donc merci de nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, on partage des petits clips et on lit vos commentaires et bonjour c'est important. Maman. Voilà. Il y a ma mère qui écoute. Bah voilà, et bonjour. Et donc on va commencer en parlant de la flottille et bien sûr pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, c'est donc Ronnie et moi, Chana. On vous parle depuis Tel Aviv sur ce qui se passe vraiment en Israël, sans filtre, avec notre position qui n'engage que nous, avec beaucoup d'ironie, je pense qu'on peut le dire. On vous débriefe les choses de l'intérieur, on vous donne un peu le sentiment et comment les Israéliens le vivent et on critique aussi pas mal la politique, le gouvernement et tout ce qu'il faut pour vous faire comprendre davantage ce qui se passe vraiment en Israël. On commence avec la flottille. Soyons fous, la flottille s'amuse. Tu te rappelles de cette série là? Bien sûr. C'était génial. Quand ils arrivaient dans le bateau, génial. Il y avait le petit là. On dit plus les noms. Non. Comment on dit aujourd'hui? Je sais pas. Bref, c'était cool. J'adorais. C'était les séries des Je années 70. regardais ça avec mon grand-père. Il s'endormait dans son fauteuil devant. C'est très nostalgique pour moi. Et donc cette flottille, c'est un peu ça en fin de compte. C'est un peu le même style. Parce que surtout que c'est la combienième? On en est à pas mal là. C'était la 3e. Ah. C'est la 3e que eux ils organisent, la Sumud Flotilla, donc qui part généralement d'Espagne, qui est organisée, nos meilleurs amis, qui est organisée par ses chers amis d'Israël, subventionnée comme ça l'a été prouvé dans le passé par des liens proches du Hamas. Et donc là il y en a 2 effectivement qui ont été arrêtés tout le monde a été arrêté, mais ils ont tout de suite été relâchés, donc ils ont été déportés. J'aime pas me servir de ce mot-là, mais bon ils ont été expatriés ou rapatriés en Crète. Mais il y en a 2 qu'ils ont arrêtés parce que eux, ils leur ont dit vous commencez à faire un peu trop les foufous en vous associant, entre autres, avec le Hamas. Parce que l'argent... Et le Hezbollah. Parce que l'argent, il arrive bien de quelque part derrière. Ouais, mais en l'occurrence, je crois que ces 2-là particulièrement ont été arrêtés parce qu'il y a des preuves contre eux au Shin Bet, donc au renseignement inter-israélien, sur des soutiens actifs à des organisations terroristes. Ça veut dire que d'ailleurs, il y a cette loi également en France, on n'a pas le droit de s'associer au terrorisme, on n'a pas le droit de soutenir et de promouvoir le terrorisme. Surtout qu'en Israël, quand on fait ça, il y a un lien direct avec des morts sur le terrain. Et donc, ces 2 personnes, le Thiago, là, le Brésilien... Qui revient souvent, qui est là par hasard, qui est là pour l'amour ouais. des gens.
Alors Il lui, va il a partout été dans le vu à l'enterrement de Nasrallah dans la foule en Oui, train de parce faire que des c'était selfies. triste. Mais oui, mais c'était triste. Il quand fallait même. lui rendre honneur quand même. Un Sur des plus Hassan. grands terroristes au monde. Sur Hassan. Et donc voilà, donc en fait il n'a pas compris, alors pour ceux que ça intéresse avec ou sans réseau proche du terrorisme, juste sachez qu'Israël est pas mal fort en termes de sécurité. Voilà, donc c'est assez basique, je pensais que les gens le savaient, que si tu viens pour la 3e fois sur un bateau de façon illégale en Israël, après que tu sois allé soutenir un régime terroriste qui essaye de détruire Israël et qui est actuellement en guerre et en train de tuer nos soldats, bah, peut-être que tu vas te faire arrêter et qu'on va pas juste te renvoyer, te donner un sandwich. Et lui, en plus, il a dit qu'il venait pas, en fin de compte, qu'il était là juste pour regarder la flottille, parce qu'il était dans un bateau, dans un des bateaux qui a été arrêté au large d'Israël. Enfin, ils n'étaient pas encore dans les eaux territoriales israéliennes. Oui, du coup, ça, les Greta et compagnie disent, ils crient au scandale. Bah oui. Parce qu'Israël viole le droit international en arrêtant des bateaux dans les eaux qui ne sont pas les eaux continentales, les eaux territoriales d'Israël. Et moi, là où je trouve où Israël joue mal ses cartes sur cette histoire, c'est qu'en fin de compte, ces flottilles, c'est pas vraiment... déjà, on le sait, c'est pas des flottilles humanitaires dans le sens où c'est pas des gros bateaux avec de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, s'ils voulaient faire parvenir une certaine, des quantités d'aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza, il y aurait pas de problème. Mais là, ils font même pas en plus. Non, mais Israël leur a dit plusieurs fois, si vous voulez faire parvenir de l'aide humanitaire, vous avez qu'à aller demander d'aller à Ashdod avec ce que vous avez, et nous on fera parvenir par camion. Ou vous avez qu'à passer directement, si vous faites pas confiance aux Israéliens, mais passer par les Égyptiens. Ils vont se faire un plaisir de délivrer cette aide humanitaire. Et donc, c'est clair que dans les bateaux, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'aide humanitaire. Il y avait pas le but. 3 tampons et je sais pas quoi la dernière fois. Et le but de cette histoire, en fin de compte, c'est la com. Et bien sûr. Et le populisme. Et c'est de dire, voilà, nous, on est venus, on va les sauver et tout ça, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire arrêter. Ils font tout pour se faire arrêter. Et ensuite, ils prennent des selfies en disant on a été kidnappé, c'est le mot qui revient tout le temps, kidnappé par l'armée israélienne, détenu, torturé. J'en ai vu un l'autre jour qui était là en train de torturer. Alors que c'est des gars qui sont arrêtés au large de la Crète et qui sont déposés en Crète en même pas 24 heures. Donc, je te parle de kidnappage et de torturation. C'est n'importe quoi, quoi. Mais ça marche parce qu'après, c'est repris. Bastille, ils ont même fait des Nation, photos AI où le mec là, le Thiago en question, ouais. Qui fait semblant d'être menotté. T'as vu ça? Ouais. Il est comme ça en fait. Et donc vraiment, même tu vois le flic qui regarde derrière son dos en mode. C'est attends, comme mais je Greta qui était sortie, avec les mains dans le dos. Et ben lui pareil, sauf qu'après pour la caméra, il a fait comme ça, tu vois. Donc et après ils ont pris cette photo comme ça. Et ils lui ont rajouté un œil au beurre noir avec du sang. Ouais. Et c'est hyper réaliste parce que c'est de l'intelligence artificielle. Mais là où je trouve où les Israéliens ils sont mauvais, c'est dans la com. C'est-à-dire qu'ils devraient faire autrement en disant, déjà on va tout filmer. On va tout filmer et tout sera lâché en live pendant que ça se passe. On va tout vous montrer, il n'y a rien à cacher. Ces gens sont arrêtés, il y a des unités, en plus c'est des unités d'élite, les gars ils savent ce qu'ils font. Ils arrivent, ils les arrêtent, ils les déportent, au revoir. Il ne s'est rien passé. S'il y en a un qui fait le malin, il se mange une torgnole, mais bon, c'est normal. Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout ce qui se passe. Mais non, il n'y a pas de jamais kidnappage. de torgnole en plus. C'est même pas le cas, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y avait eu la Marmara, par exemple. Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Et donc là, donc sur le bateau, il y avait des armes et tout ça. D'accord, c'est pas Israël réagit en proportion à la force. Ce que je veux dire, c'est que les Israéliens, ils savent pas ce qu'il y a dans les bateaux. Ils peuvent pas dire à chaque fois, bon, on sait qu'il y a rien à l'intérieur. Donc ils sont obligés d'envoyer des soldats et faire et d'aller au maximum sécurité. Oui. Donc ils arrivent. S'il y en a un qui va faire son malin en disant moi je vous empêche de monter sur le bateau et tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir un moment où il va y avoir une torgnole qui va partir. En l'occurrence, ça s'est pas passé. Mais c'est comme dans n'importe quelle manifestation. C'est-à-dire que même si tu manifestes en France et que tu te fous face au CRS et que tu t'en manges une, c'est clair. Tu es là pour ça, en fin de compte. Oui, tu sais que ça peut arriver. Eux, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à provoquer pour qu'il y ait de la violence. Mais ça, c'est le maximum qui puisse arriver. Oui. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que les Israéliens, au niveau de la com, ils perdent à chaque fois. Parce qu'ils les laissent se servir de cette histoire
pour se faire passer pour des victimes en disant regardez tout ça, le génocide continue, alors que pas du tout. La bande de Gaza, enfin toute la partie palestinienne a été reprise par le Hamas. Les gars, Tu dis ça comme si c'était une banalité. Oui, c'est mais dinguissime. et donc tu as le Hamas, ce grand ami des peuples, qui a repris donc pouvoir dans tout ce qui est la bande de Gaza, qui est sous contrôle palestinien. 26 000 combattants terroristes du Hamas. Et les gars, on leur demande, s'il vous plaît, donnez vos armes et qu'on puisse commencer la reconstruction, parce qu'il y a tout un plan, le plan Trump avec les 15 points et tout ça, les Turcs qui sont censés, l'Indonésie qui sont censés venir et commencer à reconstruire. Et en fin de compte, qui empêche la reconstruction ? Les Israéliens. Mais non, pas du tout. Ah bah non. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Qui empêche la reconstruction de la bande de Gaza ? Qui empêche les Gazaouis Oui, de mais ces mecs-là, là, pouvoir- sur la flottille. C'est la bande, c'est le Hamas. Oui, mais ça, ils sont contents, les gens de la flottille. Tu les vois bien, ils sont là avec les drapeaux du Hamas, Évidemment. Et ce que je veux dire, c'est qu'au lieu avec de- leur croque-top et ce façon que je veux dire, greffier. c'est qu'Israël, au lieu de réussir à se servir de ça en disant, regardez, c'est vraiment des clowns, et ben à chaque fois, ils perdent la guerre de la communication, on va Oui, dire, je suis tout à fait d'accord. parce que c'est repris, les selfies, ça passe et tout ça, il n'y a personne pour démentir. Le gouvernement, ils s'en foutent, ils sont occupés à faire autre chose. Il n'y a pas de ministère de la propagande ou de la communication extérieure. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. L'armée, c'est pas vraiment leur boulot. Ils sont là pour arrêter les bateaux et renvoyer les gens. Et donc, à chaque fois, on passe pour des cons. Ouais, je sais pas si on passe pour des cons. À l'international, si. Nous, entre Israéliens et... Enfin, les Israéliens, juste pour vous dire, les Israéliens, ils s'en aperçoivent même pas. Oui, Ils s'en c'était foutent, même mais pas sur les aux royalement. infos. Hein, faut Ça que vous passe même captiez pas aux que- infos. Mais si tu regardes les informations à l'international, si tu regardes ce qui se passe en France, Mhm. si tu allumes la BBC et tout ça, c'est la flottille, ils ont été Ah ouais arrêtés, séquestrés. Bien sûr, ça passe partout. Non, mais ça, c'est évident qu'Israël n'a pas du tout. France Info, ils ouvrent avec ça. Flottille pour Gaza, arrêtée, malmenée. Ils se souviennent pas des images de Rima Hassan qui reçoit un sandwich Ouais, mais pendant sa grève de la faim qui a duré quoi, 2 heures ou 3 heures, je sais plus combien c'était. grève de la fin d'une heure. Alors moi, je te dis, j'ai un combat par rapport à la flottille. À la flottille. J'ai Combat. Un combat. Ton combat vaincra. Alors mon combat. D'ailleurs, si vous êtes chaud, les auditeurs, Une pétition, on va lancer. On va lancer la pétition. En gros, moi, je trouve, depuis la première flottille, Dis-leur là, je pense qu'il faut se mobiliser en masse. pour soutenir la flottille, ces grands humanitaires, ces grands amis des peuples opprimés, et les laisser rentrer faire le travail humanitaire pour lequel ils sont venus jusqu'en terre sainte, en bateau, dans des conditions tellement difficiles, et les laisser rentrer à Gaza. C'est ça, quoi. Ce serait génial. Que Mais tout d'un coup, pourquoi il les C'est laisse. ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce qu'ils claiment. Enfin, ils font semblant que leur but, c'est d'aller à Ils font Gaza. semblant de vouloir. Mais laissez-les rentrer à Gaza, les gars. Mais c'est Laissez-les. même pas une question de venir expliquer. Laissez-les rentrer avec leur croque-top kéfier dans les territoires palestiniens gérés par le Hamas. Laissez-les. Please, moi je La crée la I pétition. second this. Ok, donc vous nous écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Si vous Joignez-vous. faites un pouce, si Tous vous pour êtes la flottille. d'accord. Nous, on est pour la flottille. On est pour la flottille. On est pour. Mais alors les mecs, ils vont- ah non, mais on va avoir une crise cardiaque. T'imagines les Israéliens sionistes, les sionistes pour la flottille. Ah oui, c'est nous. Ils vont péter un câble. Mais non, mais je dis ça. C'est-à-dire que vous voyez la façon dont je le présente. Ça serait le pire qui pourrait leur arriver. Ça serait le pire qui pourrait. À qui À la flottille. Bah pourquoi c'est ce qu'ils veulent, Imagine non que l'armée arrive. Donc ils arrivent. Moi je dis, on ils laisse checkent les pas bateaux. l'armée, on laisse pas, on les laisse arrêter. Tu es obligé de checker les bateaux. Tu es obligé de checker d'être sûr qu'il n'y a pas d'armes dedans. Sinon, c'est le bordel. Ok, T'es donc obligé. tu t'avas, T'arrives, tu tac, checkes, tu tu bloques, vérifies. tu Il n'y a rien, vérifies. c'est vide. Il n'y a ni Allez-y. aide humanitaire, Non. ni Tu leur donnes un munitions. sandwich et Tu leur donnes un petit sandwich. bamba, Des petites bambas. des petites bambas et mazal tov. Et allez-y les gars, si vous Bambas, voulez. c'est des petits Ratifim. snacks Ouais, des snacks israéliens. de cacahuètes. C'est très bon.
Et tu les laisses, et allez-y, le port de Gaza est ouvert, on vous attend. Alors déjà, ils vont choquer. On a prévenu le Hamas, ils vous attendent. Ils ont sorti on va laisser Netanyahou par là. Ils ont sorti les tapis verts, pour le coup. Vous pouvez descendre. Et là, ça serait génial de voir les petites blondes là en mode hello, tiens. Non mais et du coup, qu'est-ce qui se passerait? L'horreur, évidemment, qui s'est passée pour le 7 octobre, parce que je ne sais pas où ils vivent, dans quel Fantasyland, mais en fait, c'est ce qui va se passer. Et peut-être que, à la fois, je me disais peut-être que si c'est le cas, ils vont comprendre qu'eux aussi vont se faire kidnapper, violer, tuer, massacrer, lyncher et tabasser de coups jusqu'à mourir. Donc, voilà, peut-être qu'ils pensent que ça va pas se passer. Mais... Peut-être que le Hamas, il la jouerait, parce que le Hamas, ils sont pas mauvais en com non plus. Peut-être qu'il la jouerait en genre on vous accueille bien et tout. Donc on a une preuve. Est-ce que tu sais que Baruch haba, un petit baklawa par-ci. Bah oui, c'est bien connu que les terroristes, ça fonctionne comme ça. Ils savent jouer le jeu. Ils savent organiser. Mais bien sûr que non. Ils Tu sont sais que mauvais le 7 octobre, le nombre d'étrangers, de touristes qui ont été tués le 7 octobre. Ils savaient très bien que c'était des oui, mais touristes. Là, c'était des gens qui étaient en territoire israélien, on va dire. Donc, on tapait sur tout ce qui bougeait, c'est clair. Ouais, enfin, tu penses qu'à ce point-là... Je pense que si la Soumoud arrivait à la bande de Gaza, il les accueillerait, genre, on va tout faire pour faire croire que c'est sympa. Que c'était hors regard. Mais le problème, c'est que petit à petit, tu peux pas cacher ton réel visage. Mais c'est des barbares, Ronnie. Qu'est-ce que tu leur donnes? Ils pourraient pas les saquer. Peut-être que les grands chefs, et encore je sais même pas qui reste comme grand chef, parce que là, je sais pas si tu as vu, il y a eu des élections dans le nord de la bande de Gaza. Je le rappelle, c'est pas une démocratie où il y a des tarés au pouvoir comme chez nous. C'est des terroristes barbares, sanguinaires, qui voient une femme, et alors en plus les trans là avec les cheveux bleus et compagnie. Les woke, je pense pas que même s'il y a une sorte de direction stratégique, propagande du Hamas qui dit on leur fait rien, tu penses vraiment que les fanatiques sur le terrain, c'est des barbares? Non, mais je pense qu'ils seraient pris en charge par le Hamas, ils les emmèneraient quelque part dans une villa, quoi que ce soit, en essayant de les protéger et en leur faisant... Peut-être le Hamas d'avant le 7 octobre, pas aujourd'hui. Genre, welcome in Gaza, tour of Gaza. Je vais te dire que tu as tort et que j'ai des preuves à l'appui. Parce que 2 ans, je crois, avant la première flottille, il y a un Italien qui avait fait ça. Et par erreur, d'après ce que j'ai compris, Israël l'avait laissé rentrer par la mer. Et il a été pris et en moins de 48 heures, si je ne me trompe pas, il a été lynché à mort. Ah, ça c'est de la propagande israélienne, ça. Voilà. Donc voilà, petit point flotti. Si vous êtes chaud, les amis, les auditeurs, vous me dites, je n'attends que le soutien, que quelqu'un me dise, Yalla, on fait la pétition, et puis on va l'envoyer... je ne sais pas qui, à l'armée israélienne. On peut envoyer à Macron aussi, parce que c'est quand même aussi beaucoup de Français. Il y avait des Français cette fois-ci? Ah oui, il y avait des Français. Il y a ce gars là qui est toujours super antisioniste, un journaliste français. Tu vois, un peu chauve des lunettes. Je me rappelle plus. Non, moi de son je nom. suis plat. Alors moi, pour le coup, je suis vraiment à l'israélienne, la flottille. Il est à mort en mode génocide, tout ça. Bien sûr, nos potes. Voilà, donc pétition, soutenons la flottille pour le bien d'Israël. Laissons rentrer les humanitaires à Gaza et faire leur mission comme ils le souhaitent et réaliser ce que c'est le Hamas pour de vrai. Voilà, donc si vous soutenez, vous nous l'écrivez en commentaire. Et on passe... au deuxième point de notre... non, je rigole. On passe au deuxième point de notre revue de presse de la journée, qui est Benny Gantz. Benny Gantz. Qui c'est Benny Gantz? D'où il sort? Benny Gantz, d'où il sort? Ancien chef d'état-major de l'armée, qui s'était présenté, je crois, pour la première fois en 2018, si je ne me trompe pas. Grand espoir de la politique israélienne. Il se passe tout le temps ça. Il y a toujours un ancien chef de l'armée qui passe de l'armée à la vie civile et il se présente à la politique et il se présente et les gens ils se disent ça va être notre sauveur. Voilà. Alors ce qui se passe c'est si je me trompe pas, il y a ce qu'ils appellent une période d'attente, de transition où en fait quelqu'un qui est donc très connu par l'armée ne peut pas directement rentrer dans la politique, donc je crois que c'est 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Ou non, je crois pas que ce soit par année, c'est par... Si, c'est peut-être par année, ou c'est par nombre... Non, c'est par nombre d'élections. Et du coup, comme il y avait eu plusieurs élections les unes à la suite des autres, il y a des gens pour qui ça a été accéléré, ils ont pu se présenter. Donc, dans la liste des généraux qu'on a aujourd'hui en politique, on a Benny Gantz, on a Eisenkot, on a Yair Golan. C'est tout.
Ouais. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup. Et encore une fois, je pense que c'est important de comprendre ça par comment dire, le prisme de la société israélienne. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que cette idée d'avoir des militaires qui rentrent automatiquement dans la politique, ça paraît peut-être soit très archaïque, soit très militaire. Il faut comprendre que la société israélienne voit, pour la plupart des gens normaux en Israël, des gens normatifs, l'armée comme vraiment quelque chose qui est une sorte de Melting pot un peu. de melting pot, d'usine sociale qui en fait vraiment est basée sur la méritocratie et qui donc amène les gens qui ont le plus de capacité, d'intégrité, de valeur, etc. Donc, pardon, très loin de l'image qui est dépeinte de l'armée israélienne à l'étranger. C'est évident que pendant des années, il y avait un lien de cause à effet entre des gens qui étaient dans les plus hautes responsabilités à l'armée et leur entrée dans la politique, par exemple Yitzhak Rabin. Et donc, ce n'était ni un truc qui veut dire de droite ou de gauche. Et Ehud Barak, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la société israélienne, il y a ce truc où vraiment, quand on était, en tout cas dans le passé, à l'armée, il n'y avait pas de discussion politique. Donc, en fait, jusqu'à ce que les gens rentrent dans un parti politique 2 ans après avoir fini l'armée, en ayant fait une carrière de 40 ans dans l'armée, on découvrait en quelque sorte s'ils étaient de gauche ou de droite, à tel point que l'intérêt... On avait des idées quand même. Par exemple, Yair Golan, c'était clair que depuis Yair Golan, tout le monde pensait qu'il était... tu demanderas à n'importe qui était sous son commandement, tout le monde était persuadé qu'il était de droite. Après son Neum des Ta'alichim, les Neum Ta'alichim, c'était son discours sur les processus, c'était déjà à la toute fin de sa carrière. Il était déjà Sgan Ramatkal, il était déjà vice-chef d'état-major. Ça faisait déjà 36 ans, je pense qu'il était en carrière et il était connu comme quelqu'un de plutôt... à partir de cette période-là, tu savais que il était plus à gauche qu'à droite. Ce qui parlait justement de ce qui se passait. Ouais, mais non, je pense qu'encore une fois, ça c'est un peu a posteriori parce que ça a été pris comme cible par Netanyahou, ce discours, mais non, je sais de sources sûres que vraiment jusqu'à, même étant donné que ce discours avait été validé par Dover Tzahal, par le porte-parole de l'armée, ça n'avait pas une teneur politique droite-gauche. C'était juste de dire que quand on voit l'extrémisme basé sur la sorte de suprématie juive, c'est quelque chose qui doit nous rappeler des heures très sombres de l'Allemagne. Et ça, c'était vraiment... tout le monde était d'accord dans l'armée que la Tofa, le phénomène des jeunes des collines qui allaient brûler des villages palestiniens, l'armée était totalement contre, l'armée mettait tout en marche, et donc c'était pas un truc droite-gauche. A posteriori, c'est devenu un truc droite-gauche, évidemment, et comme tu dis, en l'occurrence, Yair Golan, mais le connaissant personnellement, je peux te dire que, pour en avoir beaucoup parlé avec lui, c'était vraiment pour lui un constat historique. C'est quelqu'un qui est très très érudit et qui connaît vraiment bien l'histoire l'histoire en général, qui aime beaucoup ça et particulièrement tout ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Et pour lui, tu vois, c'est juste en fait, tu sais, comme sur Netflix, il y a des trucs genre comment un dictateur devient un dictateur en 10 leçons ou je sais pas quoi. Pour lui, c'est comme ça, tu vois. Il dit, au final, quand tu vois en fait ces jeunes extrémistes qui vont être petit à petit légitimisés dans la société, dans la politique, etc., pour lui, c'était un processus qui vraiment était semblable dans une trajectoire. Et lui, il le disait en mode, c'est le rôle de l'armée de prendre ça en considération, que dans toute société... C'est une réflexion de quelqu'un de gauche. Non, je déconne. Ouais, je vois pas ça comme ça, moi. Mais enfin, pour en revenir sur Benny Gantz, parce que tu étais en train d'expliquer qui est Benny Gantz, et tu disais que généralement, les gens, après donc 30-35 ans de carrière dans l'armée, on les découvrait. On découvrait en fin de compte leur... Oui, c'est-à-dire on avait plus leur image de comment ce qu'ils avaient fait à l'armée, si c'était un bon commandant, un mauvais commandant.
Alors lui, il fait 1m90, les yeux bleus, il est beau gosse et tout, donc forcément, ça joue aussi en sa faveur. Et c'était un peu comme très souvent dans la politique israélienne, là où quand tout va mal, on met tous nos espoirs sur Le sauveur d'Israël. voilà, le nouveau sauveur. Ce Benny Gantz, il s'est retrouvé à avoir ce rôle-là, en fait. Qu'il n'a pas du tout assumé. Je pense qu'il a quand même eu des 30 et quelques mandats et tout. Enfin, tu vois, il était quand même... ce qui lui est reproché, c'est qu'à plusieurs reprises, il a en fait sauvé... À ses yeux, il sauvait Israël, mais... il a sauvé Netanyahou. Il a sauvé Netanyahou pendant le Corona, quand il est rentré avec lui dans le gouvernement. Après le 7 octobre, quand c'était l'occasion de faire tomber le gouvernement, et lui, il est allé avec Eisenkot dire on va nous rentrer dans le gouvernement. Et ils y sont restés parce que je pense qu'il y avait une sorte de compromis social en Israël qu'après le 7 octobre, oy va voy lanu, que si c'était Ben Gvir et Smotrich et Derry qui étaient dans le cabinet de guerre. Donc je pense que toute la société israélienne, après le 7 octobre, comme on était tellement choqués, tellement traumatisés, c'était évident que c'était une bonne chose que ces gens-là qui étaient les plus à droite au final dans l'opposition rentrent manager la guerre. Ouais. Mais là où alors qu'ils n'ont rien managé du tout. Aussi, je pense quand même. Ouais, je pense pas. On a vu que Netanyahou, de toute façon, a viré... Je sais pas si tu avais vu Eisenkot, son interview dans Ouvda, mais à mon avis, je lui fais confiance là-dessus. Il a dit qu'il avait réussi à arrêter beaucoup de folies que Ben Gvir et Netanyahou voulaient faire, quoi. Donc, moi, j'y crois que... On a vu je fais encore pas grâce à Gantz, grâce à Eisenkot. Moi, j'ai vu surtout comment, à chaque fois qu'il y avait eu un problème, ils ont limogé tout ce qui les gênait. Le chef du Shin Bet s'est fait virer, le Ramatkal s'est fait virer. Mais ils n'y étaient plus déjà, Eisenkot et Gantz, à ce moment-là, je crois. Enfin, en tout cas, c'était pas lié à eux, c'est Netanyahou qui voulait pas prendre sa responsabilité et qui a accusé tout le monde et qui a viré tout le monde. Oui, non, de toute façon, donc, voilà. Ils n'ont pas réussi Gantz... à arrêter ça quand ils ont viré le chef le ministre de la Défense, comment il s'appelle Non, mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Galland, c'était pendant la Mekra. C'était pendant le mouvement de protestation, quand il a dit justement il y a des problèmes sécuritaires très très graves et il faut arrêter la réforme parce que ça monte les Israéliens les uns contre les autres. Galland, c'était avant le 7 octobre. Ouais. C'est ce qui a amené en fait, c'est bien ça justement. Il criait au loup en fait, il criait à Netanyahou il va y avoir une catastrophe, arrête ta réforme, on a besoin que les gens arrêtent de dire... qu'on est en train de devenir une dictature. Et en fait, c'est ça qui lui a été reproché. C'est que lui et l'ancien... comment il s'appelait Alevi Ouais, Alevi. L'ancien chef d'état-major, jusque l'été, juste avant, je crois 2-3 semaines avant le 7 octobre, ils demandaient à avoir une réunion d'urgence avec Netanyahou et ils ne voulaient pas pour des raisons politiques. Donc en fait... Bref. Benny Gantz, tu vois, c'est tellement passionnant. Ce Benny. Et donc, Benny Gantz, en fait, cette semaine, pourquoi on vous en parle ? Parce que cette semaine, un de ses plus loyaux députés a quitté le navire. Tout le monde quitte le navire Benny Gantz. Voilà. Et en fait, il faut comprendre qu'il était autour de 40, même après le 7 octobre, je crois qu'il était à 33-34 dans les sondages. Enfin, vraiment, encore une fois, sur malgré... 120, on répète. Sur 120. Ouais. Malgré les erreurs du passé, les gens, encore une fois, se sont dit c'est le personnage qui peut-être sauver. Et donc, en fait, aujourd'hui, Benny Gantz, depuis des mois, est à 0 dans les sondages. Ouais, il est vraiment... 0. Pas 1, 2, 3. 0. C'est-à-dire même il y a un seuil d'éligibilité de 4 mandats. Et je crois qu'il est autour de entre 0 et 1,2. Ouais. Donc il y a lui et sa famille qui votent pour lui. Et donc, et en fait, c'est vraiment triste un peu. C'est un naufrage. Ouais, c'est un naufrage. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Débandade. Naufrage. Si vous avez, on joue au jeu du champ lexical. On cherche nos mots en français avant. Des fois, on se pose la question. Alors voilà, et donc là, Greensberg, qui est vraiment d'ailleurs un très bon député, très jeune, très engagé, qui l'a vraiment suivi depuis que c'était même avant. Donc là, le parti s'appelle... non, il y avait... Maintenant, c'est Amachane Mamlarti. Et avant, c'était Carole Lavan. Ouais, il était au Carole Lavan avec... et avant, c'était Israël quelque chose. Lifnei Akol, je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Ils ont des... Ouais. Et donc, ils inventent des... Ils inventent des noms à chaque fois qui sont, que personne ne se rappelle. Mais de toute façon, ouais, ils tiennent jamais la route. Voilà. Et donc, du coup, il a créé plusieurs partis. Il a été quitté au fur et à mesure.
À partir que Eisenkot est parti, il est parti avec certains des députés qu'ils avaient en commun. Et au fur et à mesure, enfin vraiment, là, il y a encore 2 semaines, Hilly Trooper est parti et a dit qu'il rejoignait peut-être Bennett, mais c'était pas sûr. Matan Kahana est parti, Farkash est parti, et là, donc, le dernier en date, Greensberg. Et donc, Matan Kahana, il était avec eux deux. Il était avec eux, qui est lui très de droite. Ouais, lui, il va rejoindre le Likoud. Non, Bennett. Le Bennett. Il essayait de faire l'union, je crois, entre Eisenkot et Bennett à un moment. Pour l'instant, il n'y a pas réussi. Donc voilà, donc en fait, on a quand même tu vois, les noms que j'ai cités, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, pour ceux que ça intéresse de checker, c'est vraiment des députés, voilà, de vraiment droite, centre-droite, mais plutôt droite. Ouais, plutôt droite, qui sont des bons députés, d'après ce qu'on sait d'eux, et qui vraiment sont le dernier dans le bastion. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment sauf qui peut, en fait. C'était les derniers qui étaient sur... Et donc, on sent qu'il y a un remaniement et que ça se resserre autour de Bennett, Lapid. Oui. Que les gens, ils passent les votes, ils passent de Gantz à ça. Ou je sais pas où ils sont. Franchement, les 35 mandats. Je pense pas qu'ils partent... Parce que déjà, Gantz, c'était une alternative, on va dire, à Netanyahou. Des gens qui étaient encore de droite ou du centre, mais qui préféraient... Mais tu sais qu'il a eu beaucoup de votes de gauche, hein, aussi. Ouais. Beaucoup. De la Tnoa. Ouais, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui doivent passer de Gantz à Netanyahou. Non. Je vois pas de toute façon Netanyahou gagner des voix dans les sondages. Donc il faut que vous compreniez que sa stratégie qui l'amène ou qui le conforte dans ce naufrage, c'est de dire... Et alors, il est persuadé qu'il a raison. Là, j'ai vu un... Mais il lâche jamais l'affaire, lui. Alors, il a dit, lui, il veut un gouvernement. Il va faire campagne pour un gouvernement d'union nationale. Il dit que l'union nationale, c'est avec Netanyahou. Si Netanyahou se présente et qu'il est élu, il faut faire un gouvernement avec Netanyahou. C'est-à-dire le mec qui ne comprend pas. Et donc, en fait, c'est le seul... Et à la fois, quand on dit, est-ce que tu es dans le camp de l'opposition contre Netanyahou, il dit non. Mais à la fois, à droite, dans le camp de Bibi, personne ne veut de lui. Moi, j'ai fait des paris, j'ai fait des paris sur le fait qu'il va rejoindre le Likoud, qui veut que Netanyahou va lui trouver un job, un truc comme ça. Moi, j'ai une théorie sur Gantz, si tu veux, après. Vas-y. Non, je t'ai coupé. Non, vas-y. Tu te rappelles l'époque où ils avaient dit que son téléphone avait été piraté ? Par les Iraniens ? Ouais. Moi, je pense que le Likoud, ils ont des dossiers sur Gantz. Et ils le tiennent. Oui, c'est sûr. C'est clair. Alors oui, non, mais alors parce que le Likoud, c'est comme c'est comme un truc de crime organisé, quoi. Ouais, c'est la mafia. C'est-à-dire, à mon avis, il vient tout le monde C'est la Cosa Nostra. Voilà. Ah, mais moi, ça, je suis sûre que tu as raison. C'est sûr. C'est pour ça, parce qu'il a jamais l'affaire avec Netanyahou. Il est toujours là à dire, ouais, mais quand même, Netanyahou, faut être avec lui, ça sera lui le Premier ministre. Et donc, je pense que c'est pas possible d'être... aussi bête. Ouais, aussi bête que ça. Enfin, non, c'est incroyable, quoi. Et donc, je pense que incroyable. La seule solution pour moi, c'est qu'il y a des dossiers. Il y a des dossiers, ils le tiennent, il y a des trucs qui sont passés à l'armée et tout, il y avait plein d'histoires. Oui, c'est possible. Et donc, moi, je veux pas faire le complotiste, mais... Eh ben oui, mais pourquoi il part pas la truc que j'adore, l'expression que j'adore, je dis ça, je dis rien. Enfin, je sais pas, peut-être. Alors donc, voilà. Donc moi, ça, je suis assez d'accord avec toi. Et après, ce que je voulais rajouter sur Gantz... et ben ça me reviendra. C'est pas grave, de toute façon. Ah non, je sais que sa dernière citation là d'hier ou avant-hier, c'était donc sur le gouvernement d'union nationale, que c'est ce qu'il faut absolument. Et évidemment sans Yair Golan et donc sans la gauche et sans les partis arabes, mais avec tous les partis de droite. Et à part lui, personne ne veut ça. Donc à part lui et son 0,8%. Même le Likoud, ils ne veulent pas ça. Évidemment qu'ils veulent pas ça. C'est-à-dire qu'il est le seul à vouloir... Voilà, il est le seul, il n'a aucun soutien dans l'opinion publique, mais il continue. Et il a dit, là, dans sa dernière citation, que je sais que ce que je dis, ça va sauver Israël. Et que, donc, je suis la solution et non le problème. Ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là, ils se parlent à eux-mêmes. Ce gars-là, il a quoi ? Il a 65 balais ? Je sais pas quel âge il a. Plus ou moins ? Ouais. Il a la soixantaine déjà. Ouais. Et à qui il parle ? Qui sont
Qui sont ces électeurs? On ne sait pas, il y en a presque plus. Et en plus, au lieu de s'adresser à la jeunesse, les 20, 30 ans, 40 ans, personne ne leur parle à ces gens-là. Qui sont les gens qui adressent les jeunes? Pas les Gans, en tout cas. Ah bah, Et donc, Gantz, ils parlent, c'est un truc super archaïque, ils se parlent à eux-mêmes, ils parlent de trucs qui n'existent plus, quoi. Netanyahou, pareil, il a pour même moi, plus de députés. pour Qu'est-ce que tu moi, veux c'est qu'il aille parler aux pour jeunes? moi, Netanyahou aussi, c'est la dérive, Ah bah oui, ça on est d'accord. personnellement. Je pense que lui non plus, il va pas tenir longtemps. Enfin, c'est en train d'imploser de l'intérieur. Mm. Ils essayent de faire tenir le truc. Il est là à aller chercher les pires des pires, quoi. Enfin, de s'associer aux ultra-religieux. Bah, t'as vu, il y avait le congrès du Likoud à Eilat. Et il y en a pas beaucoup qui sont venus. Ah si, ils y sont allés, mais ils étaient à la plage. Oui, non, mais enfin, Ils je sont veux allés dire, à la fête, là, payés par le jour, le Likoud. le Pendant jour, que les soldats... le jour mouraient, même, il y a un soldat qui mourait et les gars, ils étaient à Eilat. Enfin, pour ceux qui y sont allés, Mm. ils étaient là en mode, on fête le Likoud. Grande fête dans un hôtel avec les tout confettis, offert. tout Oui, ça. oui, de la corruption à fond. Et Parce qu'il va y avoir les primaires. Et donc, ce que tu dis, c'est que effectivement, Bibi, qui organise toujours ses primaires de façon absolument pas démocratique, en avançant des gens les plus pourris les uns que les autres fur et à mesure des années. Là, on voit déjà qu'il y a des candidats vraiment atroces, Adar Mourtar et compagnie, enfin des gens qui sont des caricatures. Ah quoi, ouais, c'est des... Voilà, et au final, il continue à faire ses combines et ses machins. Et j'ai vu un sondage qui disait que hier, que si Netanyahou ne se présente pas et que le Likoud se présente sans Netanyahou, mais donc avec ces gens-là, au final, Ouais. eh ben, il peut tomber jusqu'à 10 sièges. Au lieu de, là, il est à 25, premier ou deuxième parti en taille, tu vois. Même 10 sièges, je trouve ça incroyable. Bah, 10 sièges, c'est Qui est l'équivalent de Yair Golan. Mais il y en a beaucoup qui y croient encore à Netanyahou. Des fois, je Ah trouve bah oui, ça. si, Des fois, je parle à des 25, gens, ouais, mais quand même. Souvent, le truc qu'on entend, et ça aussi, c'est souvent les gens qui regardent Israël un peu de l'extérieur ou qui sont pas vraiment les pieds dans le plat. Ce que tu entends souvent qui revient, c'est ouais, mais qui peut remplacer Netanyahou, genre à l'international? Qui a la carrure de. Qui va s'asseoir avec un Trump ou avec un Poutine? Comme si c'était Churchill, tu vois. Ce gars-là, il a. Enfin, ça fait presque 20 ans qu'il est là. Il a rien à mettre sur la table. Non. Enfin, il a été serré la main à Poutine. Ça nous a servi à quoi? Tu te rappelles l'époque où il y avait un poster immense avec Netanyahou et Poutine qui se serraient la D'un main? côté, et de l'autre côté, Ouais. Netanyahou et Trump, avec écrit Il y avait Liga Liga Acheret. Acheretz, la ligue, Une autre ligue. Enfin, Ouais. tu vois, la ligue du dessus, quoi. ouais, la ligue d'au-dessus, quoi. La Et Master en fait, League. c'est exactement ce qu'il a fait, Netanyahou. Il Et, a réussi. et alors que là, on a la Russie qui est clairement du côté de l'Iran. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller serrer la main à Poutine? Non, mais c'est pas que ça. C'est aussi Orban. C'est aussi. En fait, on a. Mais même Trump. Enfin, là, il y a la guerre avec. C'est pas que Netanyahou arrive à ses fins. C'est Trump qui dirige l'histoire. Mais ses fins, c'est de rester au pouvoir. Il n'y a plus de fin autre. Non, mais je dis à l'international. Mais même ça, il en a un affaire. Attends, sinon, c'est le plus gros échec. Enfin, tu veux dire, c'est plus ça. Netanyahou, son but, c'est de rester au pouvoir. Point. D'échapper à son procès, de rester au pouvoir. Trump, quand tu es en pleine guerre, en pleine attaque, tu as réussi à faire venir le président des États-Unis pour attaquer l'Iran, machin. Il fait tout ce que tu veux ou tout ce que tu demandes, il est chaud, il fait avec toi, il veut, machin. Et qu'au final, ce que tu demandes, c'est qu'il s'occupe de demander un pardon présidentiel. Tu comprends vraiment, Netanyahou, le seul truc qui l'intéresse, c'est d'arrêter son procès, de rester au pouvoir. Il n'y a pas d'autre lecture de la réalité. Tu te rappelles que la semaine dernière, on avait commenté le fait qu'il avait appelé, genre 24 heures avant son procès, Mhm. qu'il avait appelé les juges en leur disant « je pourrais pas venir demain Mhm. Il a refait la même hier. Ouais. Les juges, franchement, c'est la honte, quoi. Les gars, bon, bah d'accord. Bah, Voilà. Voilà, c'est quand vous voulez. Ouais, et non, et par rapport à ce que tu disais, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir en termes de processus, tu vois, à quel point en fait Netanyahou a isolé Israël de la scène internationale des pays modérés. Et on est devenu, en fait, on fait partie de l'axe des méchants. On fait partie de l'axe des pays en dérive dictatoriale. On fait partie des pays qui sont... Alors bien sûr que les accusations de génocide, etc., bien sûr que c'est orchestré et
et que c'est pas vraiment des gens qui en ont quelque chose à faire, des Palestiniens, malheureusement. Mais moi c'est ça qui me désole. C'est que si je regarde Israël, tu vois, même il y a encore quelques années, l'intérêt de Netanyahou, c'était quand même cette, tu vois, gloire. On est tu vois, Netanyahou, s'il faisait des campagnes sur de pinkwashing, on est la capitale des gays et des LGBT. Ouais, ça servait de truc, donc alors que... On est la Startup Nation, c'est-à-dire on avait comme... Ouais, mais il s'en servait parce que lui, il a aucun rapport avec ça. Il a jamais rien fait pour la Startup Nation et son gouvernement. Vrai, ça, il a fait. Et son gouvernement est anti-gay et anti les. Aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas vrai. Mais même à l'époque, c'est jamais le Likoud aurait pris mais je te parti rappelle pour que les attends, il y a eu mariages des... gays ou quoi que ce soit. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'était pas très gay ça. Non, mais je suis pas d'accord. Attends, je te rappelle qu'il y a eu des gouvernements où il y avait Lapid dans un gouvernement Netanyahou. Enfin, attends, il n'y a pas toujours eu l'extrême droite. C'est ce dernier gouvernement qui est le pire. C'était pas l'extrême droite, mais bon, les gens qui étaient avec lui. Ouais, t'es pas d'accord avec moi, mais moi, non, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je pense que pendant des années, c'est sur cette image-là que Netanyahou s'est fait connaître et aimer. C'est cette image d'un Israël fort économiquement, très libéral, donc très capitaliste, d'une sorte de rêve américain à l'israélienne, un narratif comme ça très libéral. Dans les faits, il n'a jamais vraiment été là. Parce que le fait qu'il y ait une Startup Nation, c'est malgré le Likoud, c'est pas grâce au Likoud. Non, je pense qu'il y a vraiment eu des choses qui ont été mises en place. Genre de réforme de libéralisme, de pousser justement l'investissement américain, ou l'investissement international, de justement jouer sur lui ses rôles clés, de développer l'industrie militaire et sécuritaire, le cyber, etc. Mais l'industrie militaire, et de taxer moins. Elle se développe malgré lui, et en plus, lui... Oui, mais c'était le narratif qu'il en a fait. Ouais, c'est le narratif, mais sur les faits, par mais exemple, aujourd'hui, le dôme de fer, à l'époque, lui, il était contre. Mais je sais, bien sûr. Et donc, ça a été fait malgré lui. Aujourd'hui, il s'en sert et il les vend en disant, voilà, technologie israélienne et tout ça. Mais lui, il n'était pas là. Et si on l'avait écouté, lui, à l'époque, on n'aurait même pas eu le dôme de fer. Et donc, depuis 20 ans qu'il est au gouvernement, là, par exemple, je pense que si ça avait été un autre gouvernement qui soit plus dans un mode, on va anticiper ce qui se passe et on va s'occuper des problèmes à venir, je pense qu'on aurait peut-être eu, par exemple, le dôme de fer laser, la version laser, qui est toujours pas... il commence à s'en servir, mais elle marche pas... non. Et ce qui se passe avec les drones au sud Liban et tout ça, ça a été laissé à l'abandon, je trouve, par ce gouvernement-là, parce qu'ils s'occupent toute la journée, ils ne sont pas qualifiés, il y a des ministres qui sont là. Quand tu as un ministre de la Défense qui est un gars c'est un raboubot, quoi, c'est une marionnette, il est là par hasard, ce gars-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est pas lui qui va s'occuper de la défense d'Israël. Et donc ça parle, oui, peut-être qu'il s'est fait cette aura mais on l'a vu, de toute façon, on l'a vu le 7 octobre. Bien sûr. Il n'a jamais vraiment été là. Il est très bon pour parler, il est très bon pour faire sa pub, mais sur les faits, franchement, je lui donne pas grand-chose, quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord. Personnellement. Et bien, donc, ça nous amène à parler, on avait dit 7 octobre, donc on enchaîne sur la déclaration de Smotrich. Betzalel, de son prénom. Betzalel. Pour ceux qui ne savent pas. Ministre des Finances. C'est incroyable que tu le dises. Je l'entends et j'y crois pas que ce gars-là, qui est un ancien terroriste, à chaque fois tu le répètes, mais il faut le répéter, ce gars-là, il a été arrêté par le Shin Bet alors qu'il était en chemin avec des bidons d'essence pour brûler une base de l'armée israélienne. Ouais. Donc évidemment, il n'a pas fait l'armée, c'est un colon ultra... Je crois qu'il a fait 2 mois de je sais pas quoi. Ouais, il a fait un Shirut Mekutzar, un truc... Bref. C'était pas un Tzanhan, c'était pas un grand Non, il Lochem. a fait 2 mois dans un truc vachement administratif. Donc ce gars-là a été arrêté par le Shin Bet et aujourd'hui, c'est le ministère des Finances israéliens. C'est le ministre et donc leader du mouvement des colons. Et qu'est-ce qu'il a dit cette semaine, ce charmant garçon ? Donc ils sont en campagne. Si tu veux, le temps que tu t'en rappelles, je peux te rappeler l'époque où il avait dit qu'il ne voulait pas que sa femme
quand sa femme a accouché, pour les gens qui ne savent pas, dans les hôpitaux israéliens, il y a beaucoup d'infirmiers et de sages-femmes 40%. qui sont issus de la communauté ou de la société arabe. Attends, je vais le refaire en plus clair. 40% du Attends. Vas-y. 40% du staff des hôpitaux en Israël et du système médical sont des Arabes israéliens. Voilà. Tu vois, t'expliques mieux que moi. Heureusement que tu es là. Allez, continue. Et donc, à cette époque-là, ce garçon, il avait déclaré qu'il s'était opposé au fait que sa femme, déjà, soit dans une chambre mixte où il y aurait, par hasard, une femme arabe qui accouche comme sa femme, et il voulait évidemment pas du tout que sa femme soit prise en charge ni par un infirmier ni par du staff qui soit arabe. Donc c'est un gars très très sympa. C'est vraiment le racisme, la suprématie juive, le fascisme, tout ça dans un package qui arrive malheureusement au gouvernement parce que Netanyahou n'arrive plus à rester au pouvoir avec des alliés plus normaux. Modéré, donc, qui lui laisse pas tout faire. Voilà, et donc du coup avec les années, on s'en retrouve à cette situation. Et donc je voulais revenir sur, je cherche c'est bon, vas-y. La truc précise, la citation précise. Et donc Smotrich nous annonce hier un gouvernement avec Mansour Abbas est plus grave ou plus horrible que que le Tevar. Il a quand même utilisé le mot Tevar. Que le massacre du 7 octobre. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que s'asseoir dans un gouvernement avec un leader élu démocratiquement parce qu'il est arabe, c'est pire que qui représente 20% de la société israélienne. 21% de la société israélienne. Et qui a déjà été dans un gouvernement. Oui. Et la raison pour laquelle il avait déjà été dans un gouvernement, c'était parce que Netanyahou l'avait sollicité pour s'asseoir avec lui dans le gouvernement. Mais ça ne s'était pas fait. Et du coup, il avait été dans le gouvernement Lapid-Bennett. Il n'avait pas été ministre, en fait, dans la politique israélienne. On peut soutenir une coalition sans être ministre. Voilà. Et donc, en fait, pour ceux qui avaient écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous ai expliqué que pour former une coalition, il ne faut pas forcément avoir le plus de sièges. Il faut avoir le mandat du président et réussir à former une coalition qui aurait au moins 61 députés sur 120. Et donc, souvent, et ça a été le cas dans le passé, on peut rajouter des partis qui vont soutenir cette coalition, qui vont faire partie de la coalition, mais qui ne seront pas vraiment des ministres dans le gouvernement. Et c'était le cas de Mansour Abbas et de son parti qui avait concouru aux élections sans s'allier avec la liste arabe unie et donc qui avait fait partie de ce gouvernement. Et donc voilà, notre ministre, un des plus extrêmes, qui nous avait dit qu'il fallait détruire Gaza, effacer Gaza et compagnie, qui continue de nous dire des trucs qui sont totalement messianiques et fous, et sans aucune réalité, et sans aucun pouvoir exécutif sur ce que fait l'armée d'ailleurs, c'est important de le préciser, a décidé de dire ça. Et là, hier, ça a vraiment... En fait, pourquoi il a dit ça ? En plus, le pire, c'est que c'est venant de lui, c'est très, très... c'est horrible à entendre parce que le 7 octobre, il y en a beaucoup qui le reprochent à lui. Oui, parce que lui, on l'avait entendu dire que... parce que la veille du 7 octobre, il y avait eu toutes ces histoires où il y avait eu un gdoud, un bataillon ou plusieurs bataillons de Golani qui étaient partis de la bande de Gaza pour aller dans les territoires, pour aller en Cisjordanie, parce qu'il y avait justement des extrémistes de son parti qui avaient organisé un truc je crois que c'était le député, là, comment il s'appelle ? Oui, c'était le député qui avait décidé de mettre sa souka. C'était Soukot. C'était Soukot. Il avait décidé de mettre... Non. Le gars, c'était Soukot. Son nom, c'est Soukot. Ah. Excuse-moi. C'était Soukot. C'est Soukot. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'était pas encore la fête de Soukot. C'était Tzvi Soukot, qui est aussi un député du même style, qui était dans les Jeunes des Collines et tout, et qui avait décidé de monter son bureau de député à Ramallah, c'était ? Non.
C'était À Shrem, à c'était Shrem, quelque soit- part dans une ville ou aux abords d'une Non, ça ville devait être à... à Hébron. Ouais, à Hebron. Et donc, ils avaient été obligés d'envoyer l'armée De déplacer... de déplacer ces soldats dont le but c'était de défendre la frontière tampon entre la bande de Gaza et les kibboutz israéliens. Et donc on leur avait reproché en leur disant en fin de compte, si on n'a pas réussi à répondre rapidement, c'est qu'il y a eu une partie de l'histoire, c'est qu'il y a eu ce déplacement de troupes et c'est de ta faute. Et ce gars-là qui vient nous dire aujourd'hui que ça serait pire de s'asseoir avec le député Mansour Abbas que le 7 octobre. Voilà. Et donc, du coup, on est vraiment sur une escalade, je trouve, vraiment sans limite, en fait. Et qu'en plus, enfin, je rajoute encore un truc, Ouais, bien sûr. je te coupe à chaque Ouais, fois, ouais. mais en plus, on sait que pendant toute la période où il y avait les otages, les gars qui se sont le plus opposés à ce qui est des deals pour libérer les otages, c'était lui et Ben Gvir. Donc il y a des otages, on sait pertinemment qu'ils sont morts là-bas parce qu'il n'y a pas eu de deal, parce que c'est eux qui se sont opposés au deal. Et donc, qui viennent, Archav, nous bassiner en style, oh, il y a eu le 7 octobre, quelle horreur. Déjà, c'est de ta faute, et de deux, t'as rien fait pour arrêter, pour faire que les otages reviennent rapidement en Israël, en faisant un deal avec le Hamas, quitte à après faire ce que tu veux. Ouais, et donc du coup, ça a été vraiment, on a eu beaucoup de réflexions ou de réactions de familles d'anciens otages ou de Eyal Eshel qui a perdu sa fille, qui a été brûlée vive dans la base de Nahal Oz en tant que Tetzpitanit, je sais pas comment on dit Tetzpitanit, c'est celle qui était chargée de regarder sur les écrans les terroristes du Hamas et qui ont alerté bien avant le 7 octobre en voyant des exercices. Et vraiment, il y a eu des réactions en disant Smotrich, je t'invite sur la tombe de ma fille ou de mon mari ou de mon frère pour lui dire à quel point s'asseoir avec un gouvernement, avec un député qui aura été élu, c'est C'est pire que ça, ouais. c'est pire que d'avoir été brûlé vif dans le pire pogrom et qui aura fait le plus de victimes. Donc il y a vraiment une sorte Entre parenthèses, dont vous êtes le responsable, Ouais. puisque vous étiez au gouvernement et que depuis, vous refusez catégoriquement qu'il y ait une commission une d'enquête. commission. Donc, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie, mais en fait, je pense que là, il faut se préparer, et ça, c'est ma compréhension de la situation. Je pense qu'on rentre, en fait, dans une partie active de la campagne. On est Ah là, on 6 est mois, dedans, là. voilà. Et en fait, ça va être la campagne électorale la plus dégueulasse, je pense qu'on verra, la plus agressive. Et en fait, des choses qui étaient sacrées, comme la vie des soldats, la vie des citoyens, le sionisme, tous ces éléments, ces valeurs qui, malgré tout, étaient une sorte de ligne rouge qu'on ne pouvait pas dépasser. Tout a été bousculé. Ouais. Et je pense que ces élections vont vraiment... et donc, je vois, donc moi, à mes yeux, vraiment, cette phrase de Smotrich, c'est juste, en fait, un aperçu de ce qu'on va avoir. C'est un aperçu de ce retournement de situation des personnes qui n'ont jamais pris leurs responsabilités, qui vont continuer à clamer que c'est la faute des renseignements, que c'est la faute de l'armée. C'est la faute à tout le monde, c'est la sauf faute au de tout le gouvernement. monde, sauf la leur. Alors que, Il y comme avait eu tu cette dis... phrase incroyable de Itzik Zohar. Quoi Zohar, oui, qui est au gouvernement, qui avait dit de toute façon, la responsabilité, c'est 80%. Non, c'est 80% l'armée, 20% le gouvernement. Miki Zohar Miki Zohar, oui, excuse-moi. Il avait dit la responsabilité du 7 octobre, c'est 80% l'armée, 20% le gouvernement et 100% les civils israéliens. Et ça, je te la... Ministre du sport et de la culture. Grand sportif. Si c'était ça notre problème, je te jure. On peut pas tous avoir David Douillet comme ministre. Itzik Zohar, c'est un footballeur, Miki. je m'excuse. Ah, ok. Donc lui, Alors. c'est Miki Zohar. Miki Ouais, bon, Zohar. À ne pas confondre. vous ne perdez pas grand-chose à ne pas connaître. Moi, je trouve ça choquant. Moi, c'est-à-dire, on commente, on vous explique tout ça, mais moi, je voudrais qu'on s'arrête quand même, parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça fasse, en fait, partie d'une sorte de trucs, de gens qui sont contre le gouvernement et qui, du coup, vont
tu vois, c'est Ils font une erreur. Je pense qu'ils font une erreur cardinale en osant remettre le 7 octobre sur la table. Parce Ils que, n'ont pas le choix. oui, ils n'ont pas le choix. Leur campagne, elle va être en plein dans les commémorations. Ces élections, de toute façon, elles se joueront là-dessus, je pense. Sur j'espère. est-ce qu'on va enfin avoir une commission d'enquête ou pas de commission d'enquête? Est-ce qu'on va réussir à ce que le gouvernement du 7 octobre, donc était en place à l'époque du 7 octobre, prenne ses responsabilités? Et moi, je pense que leur stratégie, enfin, si moi j'étais dans la stratégie de ce gouvernement-là, je leur dirais, mais faites tout pour qu'on ne parle pas du 7 octobre. Oui, mais ils savent qu'on va en parler, donc leur stratégie, c'est de... Essayez de noyer le poisson, faites autre chose. Bah, ils font... Ah, Pourquoi ils te comparent ça avec Mansour Abbas? Parce qu'ils essayent de noyer le poisson. C'est ça leur stratégie. Et ils essayent de désacraliser cette horreur. En fait, ils essayent de faire ce que les ennemis d'Israël font. D'amoindrir le... Ouais, de faire des parallèles foireuses en disant ça et ça, c'est pareil. Non, mais tu vois, comme Netanyahou qui avait dit au final, le 7 octobre, c'était quelques gars en babouche qui étaient... en tongs, tu vois. Donc, je pense que c'est ça leur stratégie. Babouche. Raciste. J'ai des mots qui me reviennent. Voilà. Donc moi, pour conclure sur ça, je trouve que c'est très triste en fait de voir la mémoire de ce jour en fait souillée par notre propre gouvernement. Et en fait, encore une fois, c'est une démonstration à mes yeux encore parfaite, à quel point ce gouvernement de 1 ne prend pas ses responsabilités, de 2 nous apporte des... tu sais, il y a un petit cri comme ça à la manif, aux manifs contre le gouvernement de Hassan Rodef, Hassan Rodef, Hassan Rodef. C'est un sans fin en fait. C'est-à-dire ce gouvernement nous apporte une catastrophe après une autre catastrophe après une autre catastrophe et ça ne s'arrêtera pas tant que ce gouvernement ne partira pas. Parce qu'ils sont incapables de prendre leurs responsabilités, parce que ce sont des incompétents et des gens dangereux qui sont, pour certains, des récidivistes de soutien et d'apologie du terrorisme, de participation dans des activités criminelles, dans de la corruption. Et en fait, on ne peut pas, en fait, tu vois, c'est-à-dire tant que les Israéliens aussi ne se... Et tu as raison, ces élections, elles vont être là-dessus. Tant qu'ils ne se disent pas on mérite mieux que des hommes et femmes politiques qui ne respectent pas les lois, eh ben, je pense qu'on ne pourra pas beaucoup voir autre chose, à part si des Benny Gantz continuent à noyer le poisson, comme tu dis, j'aime bien ton expression, pour nous faire croire que Besséder, c'est que ça va aller et c'est qu'une question de constellation politique. Ouais, il suffit que Netanyahou s'allie au bon côté de la force et tout d'un coup, ça sera plus Dark Vador. Smotrich, il est lui aussi, comme notre ami Benny Gantz, à environ 1%. Mais c'est clair que lui, il ne sera pas réélu. Enfin, même pas un siège. Continue à... Il passera pas sous le seuil des... Mais je pense qu'il va s'allier avec Ben Gvir. Ça, c'est Bibi qui va lui dire quoi faire. Hein. Bah, c'est clair. Voilà. De toute façon, c'est ça. Où... Putain, tu fais toutes les transitions et on passe sur l'anniversaire d'Itamar Ben Gvir. Oh là là, Ronnie, je vous jure que c'est pas préparé, c'est de la folie. On s'entraîne la semaine. Tu t'entraînes toute seule. Itamar, notre ami Itamar. Encore un. Aimé de nos amis, de nos ennemis. On vous refait pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que les gens, même à l'étranger, maintenant, petit à petit, connaissent son nom. Alors que lui, il parle même pas anglais, ils savent pas de quoi il parle. Ils savent que c'est un mec horrible qui dit des trucs horribles parce que ça, c'est pas. C'est-à-dire que c'est ça, tu vois. C'est qu'il y a énormément de désinformation, il y a énormément de mensonges, mais malheureusement, Ben Gvir, Smotrich et compagnie, ils existent quand même. Ils sont là. Et ceux-là, ils disent des trucs horribles. Qu'on est après obligé d'essayer d'expliquer. On passe les 2 gens heures à les ne expliquer. comprennent pas, et ça, il faut vraiment le comprendre, que tout ce qu'ils font comme déclaration d'extrémistes, c'est parce qu'ils sont vraiment extrémistes, mais ils n'ont aucun pouvoir décisionnel ou exécutif. Même quand ils sont, et qu'ils disent, et c'est pas le cas, qu'ils sont dans le cabinet de guerre, au final, ils sont pas du tout crédibles, ils sont pas écoutés par les chefs de l'armée. Donc, c'est les vrais faux ministres, comme j'avais dit il y a 2 semaines. Les vrais faux ministres, voilà. Et donc, c'était l'anniversaire des 50 ans de Itamar Ben Gvir. Déjà 50 ans, oh là là. Je me rappelle encore quand il avait 25 ans et qu'il... Il essayait de tuer Rabin. Et qu'il allait frapper les gens dans la vieille ville à Jérusalem. Surtout quand il a été filmé. Parce qu'il était super violent, ce gars-là. Et il a été évidemment filmé dans les années 90, début 90, avec
l'emblème de la voiture de la Cadillac Carabine, et il était là, pavoisé devant la télé en disant on a eu sa voiture, on l'aura lui, quoi. Ouais. On a réussi à l'atteindre, sa voiture. On peut arriver à lui aussi. Et quelques mois après, Rabin était assassiné. Donc c'est comme ça qu'il par quelqu'un de sa mouvance politique. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Donc un mec, encore une fois, super voilà. agréable. Et donc, un pote. Et donc, dans son salon, il y a la heureusement qu'à l'ouverture du podcast, j'ai précisé qu'on était très ironique et cynique. Parce que sinon, voilà. Dans son salon, il y avait, ou il y a encore, le portrait de son idole. Jean-Jacques Goldman. Arrête. Oh. Tu touches pas à Goldman, non mais ça va pas. Quelle idole. Et Baruch Goldstein. Baruch Goldstein, c'est un chanteur. Tu pousses. Je me désolidarise. On n'insulte pas Jean-Jacques Goldman. Non mais ça va pas. T'es comme le gouvernement, tu désacralises tout. C'est plus possible. Il n'y a plus de limite. Je refuse ce moment. Bon, on revient sur notre ami ennemi. Ouais, donc Baruch Goldstein, terroriste juif qui avait fait un attentat horrible et qui avait assassiné des Palestiniens qui priaient dans une mosquée. Et donc terroriste, et imaginez déjà de même soutenir un mec comme ça, mais d'en avoir le portrait chez soi. Mais c'est ça, quoi. Non, mais t'as un portrait chez toi de quelqu'un, mais c'est ça, il y a des gens, ils ont des portraits de Nasrallah à la maison. Ouais, bah c'est l'équivalent. Ou d'Adolphe. Et donc tu vois leur allégeance, quoi. Il est dans ce style. Il y en a, c'est ça, quoi. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont des portraits d'Hitler chez eux? Je pense qu'il doit y en avoir. Voilà. Il y en a toujours quelques-uns. Faut en envoyer une flottille. Non, mais bon, t'as des gens qui ont le... Ben Gvir, colon, qui est d'ailleurs une colonie dans une implantation juive à Hebron, très très dure. Et ce mec-là, qui est aussi ministre de la police, eh bien, a fêté ses 50 ans. Sa femme lui a fait, qui est tout aussi folle, lui a fait un gâteau avec un dessin sur le gâteau. Sa femme, faut l'imaginer pour ceux qui ne l'ont pas en tête, sans truc excessif, Ronnie. Qui voit pas le style. C'est la dame, la cinquantaine aussi, avec oui, mais c'est le sionisme religieux. Donc, comment ça s'appelle? Un couvre-tête. Le couvre-tête comme ça, foulard. avec la jupe longue. Ouais. Jusque-là, pas de problème. Mais avec 2 armes de poing. Deux. Sur elle? Une à gauche et une à droite. Genre, quoi? En mode... Ah si, bah, t'as qu'à regarder les photos. Déjà, une tout le temps, mais de temps en temps, 2. Ah ouais, non, ça, j'avais pas l'info. Billy the Kid. Cowboy. Voilà, donc elle savait quoi? Ayala Ben Gvir, je crois. Je m'excuse. Oh, t'as pas de quoi. Et donc, vous vous souvenez qu'on vous en avait parlé, Ben Gvir a fait passer cette fausse loi de peine de mort pour les terroristes, mais pas tous les terroristes, et certainement pas ceux qui sont déjà en prison, ceux qui potentiellement à l'avenir feront un attentat contre tout Israël et qui du coup ne sert à rien, et d'ailleurs tant mieux, et qui a fait beaucoup de bruit, encore une fois, beaucoup de dégâts à l'étranger. Et donc, pour fêter ça, et le mettre lui en tant que héros qui n'aura servi donc à rien, mais qui... c'est ça qu'il a fait, quoi. Ouais, ça aurait été ça son mandat, quoi. Et donc, son gâteau avec un dessin de nœud à... Comment on appelle ça? Un nœud coulant. Ouais. Donc les nœuds pour... Déjà, ils ont la Sika. C'est ça qu'ils avaient fait. Un pins. Faut expliquer parce ça, que... on l'avait dit. Ouais, on l'avait expliqué. Le pins. Le pins nœud coulant à la place du pins pour les otages. Qui étaient de la même couleur. Voilà, donc premier gâteau pour la soirée. À la soirée, des représentants du Likoud, de la police, en civil, etc. Donc vraiment, en fait, la mafia... Ouais. Où tu vois même plus le lien, enfin tu vois même plus la différence entre le Likoud. C'est vraiment Tu vois plus la différence entre le Likoud et Otzma Yehudit, donc le parti de Ben Gvir. C'est vraiment une seule grande entité.
mafieuses d'extrême droite qui préfèrent tuer. Corrompus, où on fait avancer en grade dans la police les gens qui servent les intérêts du ministre. Et donc, voilà. Et donc ça a fait évidemment beaucoup parler avec certains des mecs qui sont vraiment... des petits comment on dit à Varian, des petits criminels, quoi, des petits voyous, des voyous quoi. Notamment Mordechai David, dont on vous avait je crois déjà parlé, qui va avec son téléphone en fait harceler les journalistes mais aussi les hommes et femmes politiques, et qui un juge cette semaine un juge la juge qui est assis au procès de Netanyahou. Ouais. Donc lui il l'attend. Imagine la folie du truc. La juge qui sert au procès de Netanyahou, il l'attend avec son téléphone à l'entrée du tribunal et il est en mode lui expliquer... Pour la bloquer. Ouais, et il lui explique que Netanyahou, de toute façon, ne sera pas jugé, qu'il lâche l'affaire et tout ça. Et ce gars-là, les flics ne l'arrêtent pas. Bah non. Mais t'imagines, il est à l'anniversaire de Ben Gvir. T'imagines ça, je sais pas, en France, ou tu parles à un juge comme ça. Même en Israël, il y a 10 ans, tu pouvais pas imaginer. Le gars, il serait arrêté tout de suite, il serait en tôle. Donc voilà, donc lui, il y était. Et pourquoi je le mentionne particulièrement ? Parce qu'il y a eu un petit épisode intéressant ces dernières semaines. Il y a une sorte de groupe de voyous organisé, un gang, qui s'appelle SSQ, Shapira Squad. Qui sont en fait des immigrés, des enfants issus de l'immigration, donc illégale, venus d'Érythrée, du Soudan, qui sont là depuis les années 2008-2010, certains des Philippines également. Philippines, c'est un peu différent, mais en tout cas ceux qui sont venus d'Afrique, ceux-là en l'occurrence sont venus, les parents sont venus après les massacres au Soudan, notamment au Darfour, et ils sont arrivés en Israël, ils ont commencé à travailler, et c'était vraiment une grosse vague d'immigration illégale qui a fait beaucoup monter l'extrême droite aussi, surtout qu'ils étaient en fait un peu concentrés, donc on les faisait arriver à Tel Aviv depuis le sud, ils arrivaient à pied jusque dans le sud. Israël les amenait, le gouvernement et la police les amenaient jusqu'à Tel Aviv. Et il les lâchait il les laissait à Tel Aviv dans une grande station de bus en disant faites ce que vous voulez, machin. Et donc ces gens-là sont beaucoup restés dans le sud de Tel Aviv autour de la grande gare centrale, et ça a fait beaucoup monter des mouvements racistes contre eux. Il y avait beaucoup de délinquance également, il faut le dire. Et donc depuis des années, certains des soutiens les plus grands de Netanyahou et aussi de l'extrême droite sont ces gens-là, qui sont pour la plupart des mouvements de juifs séfarades, qui en fait voient d'un côté la gentrification, de l'autre côté l'immigration illégale avec l'augmentation et les quartiers qui étaient des quartiers plutôt traditionnels et populaires, qui évoluent avec tous les changements de criminalité et tout, que vous pouvez connaître dans toutes les grandes villes dans le monde en fait. Genre 18e, 19e arrondissement à Paris, Porte de la Chapelle, mais en plus light quand même. Je te laisse faire les comparaisons, moi je connais pas trop. Tu connais pas la Porte de la Chapelle ? Je ne saurais pas dire s'il y a une comparaison faisable avec l'immigration érythréenne à Tel Aviv. Non, mais c'est pas la même immigration, mais bon, c'est un peu... Les mêmes dynamiques. Cette dynamique où tu arrives dans des quartiers, tu te dis, bordel, où je suis, tu commences un peu à flipper, tu fermes ton sac, voilà quoi. Alors voilà, et donc du coup, un mix comme ça un peu, avec aussi des bobos et des hipsters qui se ramènent et tout. Et un gros potentiel pour... moi, j'ai déjà été à beaucoup de manifs, justement, pour défendre les familles qui avaient... les droits des immigrés, qui étaient vraiment violentés par ces activistes d'extrême droite. Et il y a effectivement, donc, comme dans tout ce genre de situation aussi, de la criminalité, des vols de vélos notamment, de la petite criminalité, des vols de téléphone et tout, qui sont... vraiment connus des services de police, etc. Et mais bon, là, ça va plus loin quand même. Et là, voilà. Et ça, c'était avant. Ouais. Il y a un moustique. Hein. Ouais, il y a un moustique. On va l'avoir. Il s'est posé. Oula, il s'est posé, sur la caméra. On va pas toucher parce que sinon, on va vivre dangereusement pour le bien-être du podcast. Et donc, là, ces derniers mois, avec donc justement Ben Gvir qui s'était fait élire pour mettre de l'ordre, pour leur dire qu'on est on est les propriétaires d'Israël et on va pas se laisser faire, c'est chez nous.
Et ben en fait, et qu'il est ministre de la sécurité intérieure, faut le dire. Il a été élu pour ça et c'est son job. Il n'y a jamais eu autant de délinquance, il n'y a jamais eu autant de criminalité organisée. Il n'y a jamais eu autant de meurtres en Israël. Il n'y a jamais eu autant de C'est l'année meurtres. avec le plus de meurtres. C'est une catastrophe. Sans le 7 octobre. Voilà. Et donc, il se rend bien compte que c'est aussi un échec par rapport à sa base, donc par rapport à sa base électorale. Parce qu'ils font rien. Parce qu'ils font rien, même pire, ils laissent faire. Et donc, ce laisser-faire de ces dernières années a donné lieu à ce gang de jeunes qui vraiment a commencé dans le sud de Tel Aviv, mais a commencé à se répandre dans le centre de Tel Aviv en extérieur. Donc ces militants d'extrême droite, ils disent « Voyez, il faut que ça arrive chez les riches, chez les Ashkénazes, pour que la police fasse quelque chose. » Bah, non, la police fait toujours rien. Et donc, on voulait vous amener ce petit fait divers pour que vous compreniez aussi les tensions dans la société israélienne qui sont politiques, sociales et qui ne sont pas forcément liées au conflit israélo-arabe. Ce qui se passe, c'est que donc vraiment il y a de la criminalité qui augmente de façon délirante avec ces jeunes qui terrorisent des quartiers, des petits vieux et tout. Et donc, ce Mordechai David dont on parlait, qui agresse les gens avec leur téléphone, enfin pas agresse, qui harcèle la juge, qui harcèle tous les juges, une journaliste parce qu'elle est arabe et compagnie. Ce mec-là est allé sur la chaîne de propagande de Netanyahou, la 14, pour dire je monte une milice. C'est-à-dire ce mec qui est en même temps à la nif de Ben Gvir vient dire c'est une merde Ben Gvir, et moi je vais prendre la loi avec mes potes. Il se pose en défenseur. Mais c'est trop drôle parce que c'est dingue, c'est genre il fait enfin c'est de la surenchère. On appelle ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, un peu, ouais. C'est le gars, c'est lui-même, c'est un criminel light par rapport à eux. Et lui, il arrive en se disant, en se posant en tant que bon, bah, c'est moi. Si personne le fait, c'est moi qui vais y aller. Je me jette dans la gueule du loup. Je vais aller, moi, défendre les populations délaissées. Ouais, je sais pas si c'était pour défendre les populations délaissées, c'était surtout pour casser de l'Érythréen, parce qu'en plus il dit ces Érythréens de toute façon qu'est-ce qu'ils font là et tout ça, c'est donc je vais y aller, base raciste machin. Et donc il a lancé un appel genre en mode comme moi je vous ai fait la pétition. Et les gens sont venus et il y est allé. Et en fait ce qui est incroyable, c'est que c'est donc une critique de l'extrême droite israélienne par encore plus des voyous d'extrême droite. Donc par c'est des quand même qui n'ont même pas je sais pas s'ils ont vraiment une vision politique gauche-droite. Non, c'est juste du racisme. Et ce qui est dingue, c'est que donc Ben Gvir qui s'est dit bah merde, je perds le truc de, tu vois, le contrôle sur l'extrême droite et le fait d'utiliser les milices et tout. Et ben ce mec-là, donc Ben Gvir a décidé en réaction à ça, parce qu'il a tellement flippé qu'il soit plus le chef de la folie, le chef du pire, et ben il a décidé d'inclure de partir et de faire une déclaration. J'inclus le Shin Bet, donc les services secrets contre ces jeunes. Je vais lancer les services secrets pour traquer. Ouais, comme si la police, ça suffisait pas. Bah voilà. Non. Donc en fait, parce que là, ils sont occupés, les policiers. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah non, ils vont taper sur des gauchos. Ils vont taper sur la gauche. Je sais pas si tu as vu cette phrase qui est passée. C'est le chef de la police qui a dit, quand il y a eu ce meurtre là, le jeune éthiopien qui s'est fait poignarder le soir de Yom HaAtzmaut. Et donc le chef de la police le lendemain a dit de toute façon je peux pas mettre un flic dans toutes les pizzerias, parce qu'il s'était fait poignarder donc dans une pizzeria parce qu'il travaillait là-bas. Oui, c'est-à-dire c'est à nous de culpabiliser qu'on en demande trop. Mais ce qui est incroyable, c'est que par exemple quand tu as une manif sur le Kikar Abima, sur le square de l'Abima dans le centre de Tel Aviv avec 200 gars qui sont là non mais c'était pendant la guerre. Ou même maintenant, il y a une manif, t'as des centaines de policiers, t'as la police montée avec les chevaux, t'as des cars entiers, t'as l'armée, c'est-à-dire t'as le Magav. Mais cette semaine, c'était aussi Lag BaOmer. Mais pour le sud de Tel Aviv, non, là, faut envoyer le Shin Bet parce qu'on n'a pas assez de policiers. Voilà. C'est de la folie. Et en fait, on légitimise l'utilisation de techniques toujours plus extrêmes, toujours plus intrusives, toujours plus à l'encontre des droits basiques. En fait, on n'est pas censé lancer les services secrets contre de la petite criminalité. Au final, voler des téléphones et voler des vélos. En plus, ça marchera pas. De toute façon, non, mais c'est juste pour légitimiser le fait que bientôt il va envoyer le Shin Bet contre toi et moi. C'est juste ça. Mais je sais même pas s'il peut. Mais bien sûr que maintenant que Zini est le chef du Shabak, va savoir. De toute façon, c'est leur. Non, mais c'est vraiment grave en fait. J'espère que vous comprenez, ceux qui nous écoutent, parce que le chef du Shin Bet maintenant, c'est un mec qui a été choisi par Netanyahou, ce qui est d'ailleurs légitime. Ouais, mais c'est pas son mandat de faire la police.
Donc je sais pas s'il peut. Il faudrait changer la loi. Parce qu'ils ont un mandat pour pouvoir travailler. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ouais, enfin, ils Donc, sont pas eux, ceux censés qui- dire que Netanyahou peut pas aller à son procès non plus. T'as vu, je l'avais Et il s'est envolé. Oh l'enfoiré. On parle du moustique, pas de Netanyahou, pas du tout. On Voilà, n'oserait donc pas. on voulait vous dire ça. Il s'est passé aussi un autre épisode par rapport à tout ce qui est police et compagnie. Cette semaine, c'était l'Akba Omer, une fête juive. Et du coup, il y a généralement une sorte de... Comment on appelle ça quand les gens ils vont prier Une prière Non, tu sais, un pèlerinage. Un pèlerinage sur Méron. sur le mont Méron. Le mont- Arméron. le Har Meron, dans le nord d'Israël, et qui c'est très proche du Liban. Et donc, du coup, l'armée, le service civique de l'armée a dit, vous pouvez pas vous prier à des dizaines de milliers là-bas. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, il y a plusieurs années, il y a 6 ans, une catastrophe quand il y avait eu trop de gens qui étaient allés prier sans que le gouvernement de Netanyahou puisse mettre en place, justement, la police avait dit, on ne pourra pas protéger tout le monde. Il y a eu un mouvement de foule. Et il y a Non, eu on ne pourra pas qu'ils viennent tous à cet endroit-là parce qu'on n'a pas. Il aurait fallu construire Voilà. une espèce d'estrade ou un truc comme ça. Mais Netanyahou était déjà au pouvoir depuis longtemps, c'était déjà ses potes les Haredim, il l'a jamais fait. Le fait est qu'il y a eu une catastrophe humaine, ils se sont marchés dessus, il y a un mouvement de foule et je crois qu'il y a 45 Ouais, il y a eu- 45 ou il y a eu plein de 46 morts. personnes qui sont mortes, dont des enfants. Et donc depuis, il n'y a toujours rien qui a été mis en place. Cette année, à cause de la guerre avec le Liban, c'est pas le gouvernement qui l'a dit cette fois-ci, mais c'est vraiment Pikoud HaOref, donc l'armée qui a dit, on a, comme à Tel Aviv, on n'a pas le droit d'avoir plus que 200 personnes qui se réunissent, c'est trop, en plus il n'y a pas d'endroit où aller s'il y a une alarme. Et la police a dit, on laissera personne rentrer, on laissera que les 200 personnes. Ben Gvir a dû leur dire, ouais, c'est ça, faites rien. Et au final, il y avait plus de 40 000 personnes. Comme d'hab. Imagine que ça soit été des gens qui fassent une manifestation contre le Bah, gouvernement. non, mais on se serait fait On aurait défoncer. envoyé l'aviation. Alors que là, rien. Voilà. Même pas une personne d'arrêté. Ah bah non. Ah non, mais quand C'est c'est les ça qui est Haredim, incroyable. ils ne sont pas arrêtés. Bah non. Donc, on peut rien faire. Voilà, donc On je n'a pense pas les qu'on a moyens. fini notre petit brief. Voilà, on voulait vous tenir Petit au brief courant. d'une heure. Ah oui, mais faut on essaye de rentrer un peu dans les détails pour vous donner des informations précises. En tout cas, voilà, c'est un peu l'état des lieux de l'actualité en Israël. Petite revue de presse. Ouais. Euh, Ouais, c'est une période. Je me faisais la réflexion quand il fait beau comme ça, que c'est cette période-là qui fait pas encore super chaud. Tu vois, ouais, qui fait pas encore super chaud, mais tu vois, c'est la fin de l'hiver. Et Enfin, ça fait 40 ans, j'ai vu la météo. Petit point météo, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu un temps comme ça en mai. Là, il pleut et tout, c'est Oui. délirant, il fait froid. et donc il fait bon, et tu te dis mais c'est sympa quand même ici. T'as pas à courir dans les abris. Il y a oui, une oui, petite oui. brise. Tu te dis mais Petit printemps. c'est sympa. Et des fois je me fais la réflexion. Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça va reprendre et tu sens le stress, tu sens tout le monde en parle. Ouais. Là, en plus, là, le soir, ça revient quand tu es un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Tu vois les trucs qui passent, tu vois les trucs du genre c'est cette nuit à 3h. Ah ouais. En mode, en l'écrivant, tu vois un peu comme une blague, mais tu sens qu'il y a une espèce Bah, de. surtout qu'hier, avant-hier, ils ont tapé Tu sens qu'il y a un les Émirats. stress des Israéliens. Tout le monde est dans l'attente. Personne n'est reparti à zéro. Enfin, personne est en mode tout va bien. Moi, le soir, quand je vais me coucher, je me dis est-ce que j'ai mon sac qui est prêt quand même si jamais il y a une alerte? Ah ouais, j'y t'es pense. chaud. Ouais. Ah ouais, alors moi, non, pas du tout. Ah non, moi j'y Je suis en pense. mode déni. Et je me dis tiens. Ça va, ma maison, elle a failli s'écrouler déjà. Je me dis, bon, écoute, avec ou sans sac, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est un petit rappel, premier épisode pour ceux qui l'ont pas suivi. J'aime pas être pas prêt. Mais tu vois, tu suis de toute façon, tu vois ce qui se passe. Tu vois que les Iraniens ils continuent à taper sur les Émirats. Tu vois Trump qui dit bon, si vous continuez, j'y Oui, enfin, vais. il dit, si vous continuez, vous Et donc continuez, tu finalement. sens qu'il va se passer quelque chose, quoi. Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ou est-ce qu'ils vont réussir à calmer le jeu? Je sais pas. Je pense que non, parce que quand tu regardes les Iraniens, ils sont en mode de toute façon on a gagné, c'est nous qui décidons. Et donc s'il n'y a pas vraiment une résolution avec un plan où il y aurait le désarmement des Iraniens, enfin de tout ce qui est missiles balistiques et
et aspiration nucléaire, s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment fait là-dessus, je pense qu'il ne pourra pas y avoir vraiment un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, Bah attends, Trump, il aurait trop l'air d'un con, quoi. attends de voir combien de fric il se fait, ça se trouve c'est ça qui va le convaincre. Ouais, il a quand même sa base, quoi. Il peut pas genre revenir en disant bon bah tout va bien, quoi. Bah écoutez, on aura la réponse probablement avant le prochain épisode, vu que là il a donné encore un millième ultimatum qui est censé se finir là. Donc il y avait encore 24 heures là, tu sais. Donc c'est pour ça que moi, tu vois, je dors mal. Bah je te comprends. Mais comme il fait beau, des fois je me dis putain, ça serait bien que qu'on puisse revenir à la normale. Bah ouais, on est d'accord. Je dis ça, je dis rien. T'as vu, on avait dit qu'on voulait parler de la Alia et en fin de compte, on n'y arrive pas. Donc on fera ça la semaine prochaine. Voilà, si Parce vous avez des questions. Si vous avez des n'hésitez pas. questions sur la Alia, la semaine prochaine, on fait un spécial Alia. S'il y a pas Alors eu la moi j'ai guerre. quand même précisé à Ronnie, on fait pas agence juive. Hein. C'est Non, pas, non. c'est pas Non, question non, bah, Alia, non. comment je m'inscris et comment je reçois mon passeport. C'est le contraire. C'est le contraire. En fin de compte, on va vous dire vraiment. On va vous Restez dire chez vous. l'envers. Parce que pour pas spoiler l'épisode de la semaine prochaine, quand tu vas à l'agence juive, ils disent tout est beau, tout est super, venez, ça va être génial. Alors que c'est pas du tout ça. C'est Enfin, aussi ça. Je ne touche pas à ça, t'es Je folle te dis, toi. il faut qu'on arrête les Ouais, Alia. ouais. Ouais. Et On commence à faire des bêtises. donc la semaine prochaine, on parlera de ça de la semaine prochaine. Si vous nous avez écoutés jusque-là, Bah merci. like and comment, merci. Merci à nos amis du Sénégal pour nous suivre. Ouais, et n'hésitez pas à partager, à nous suivre. À ma sœur. Il y a Suivez-nous tout. aussi sur Instagram et sur TikTok. Parce qu'on est sur TikTok, nous, on est des TikTokers, sérieux, on rigole pas. Et voilà. Et donc, si vous avez des questions pour l'épisode de la semaine prochaine, qui sera, on espère, si on arrive à le faire, qui sera autour de la Alia, si vous avez des choses à nous demander à propos de ça, N'hésitez pas. c'est le moment. Ciao. Bye bye.